Ferrer, je suis enseignante-chercheur à l'ISER Lyon, en agroécologie et en biodiversité, et je suis les animatrices. Bonjour, je m'appelle je viens de l'agro-sciences et je suis agroécologue de recherche qui s'occupe de l'écologie paysage et de biodiversité. Merci, et cette thèse a été engagée par son petit et notre vous avez ensemble pour Ouais. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Paul Banvar et aujourd'hui, je vais vous présenter mes travaux de thèse qui ont porté sur l'effet de l'agencement spatio-temporel des systèmes de culture agroécologique sur les prédateurs généralistes. Donc, c'est une thèse qui a été encadrée par Sandrine Petit et par Antoine Gardarin, et c'est une thèse qui a été cofinancée par l'INRAE et par le projet NR BICRAGE. Donc, on sait aujourd'hui que l'activité humaine entraîne des pressions importantes sur la santé des écosystèmes terrestres à travers de nombreux facteurs qui vont influer négativement sur la santé de des écosystèmes. Néanmoins, il s'avère qu'un dénominateur commun à nombre de ces facteurs réside dans le modèle agricole intensif actuel qui englobe plusieurs de ces pressions, à savoir notamment l'exploitation des terres ou encore les diverses pollutions. Et ces facteurs vont notamment entraîner une altération de la biodiversité, donc c'est-à-dire la diversité des espèces qui se trouvent au sein d'un écosystème donné. Il s'avère notamment que le modèle agricole, depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale, a entraîné d'importantes modifications des paysages agricoles, notamment à travers la simplification des paysages, donc c'est-à-dire la diminution de la proportion en habitats naturels, qui abrite pourtant une grande partie d'espèces qui sont inféodées à ces milieux-là, ou encore via une homogénéisation et une intensification des surfaces cultivées qui ont progressivement transité vers des grandes parcelles qui ont un usage fréquent du travail du sol profond, des engrais minéraux ou encore des produits phytosanitaires. Donc, depuis des décennies, le constat est fait qu'une reconception du modèle agricole est donc nécessaire pour en assurer sa pérennité. On vient de voir que l'agriculture peut avoir des impacts négatifs sur la biodiversité. Néanmoins, la biodiversité est capable de fournir des services écosystémiques tels que la fertilité des sols, le contrôle biologique ou encore la pollinisation des cultures qui peuvent bénéficier à l'agriculture. Ainsi, il y a une discipline scientifique qui se nomme l'agroécologie, qui se propose de concevoir des systèmes de production agricole qui vont chercher à valoriser cette biodiversité et les processus naturels qui en découlent. Dans le cadre de cette thèse, on va notamment se focaliser sur le contrôle biologique, et plus spécifiquement sur le contrôle biologique par conservation, qui peut se définir comme la modification de l'environnement et des pratiques afin de promouvoir l'action des ennemis naturels pour réduire les effets des bioagresseurs. Dans le cadre de cette thèse, parmi les populations d'ennemis naturels, on va spécifiquement se focaliser sur les populations de prédateurs généralistes, tels que la famille des carabes ou encore l'ordre des araignées, qui sont capables de prédater une large gamme de bioagresseurs, tels que des adventices, des pucerons ou encore des limaces. Et notamment, la littérature scientifique récente a démontré que l'augmentation de l'abondance ou de la richesse spécifique des prédateurs généralistes pouvait entraîner une diminution du nombre de bioagresseurs. Ainsi, dans le cadre de cette thèse, on va chercher à comprendre comment modifier l'environnement et les pratiques qui existent afin d'augmenter l'abondance ou la richesse spécifique des populations de carabes et d'araignées. Mais pour chercher à promouvoir les populations de carabes et d'araignées, il faut déjà les connaître et donc avoir notamment quelques notions d'écologie sur ces derniers. Pour les carabes, déjà vis-à-vis de leur régime alimentaire, on va retrouver une diversité d'espèces qui vont être soit des granivores, des omnivores ou des carnivores, tandis que pour les araignées, toutes les espèces vont être strictement carnivores. Ensuite, concernant leur cycle de vie, pour les carabes, le cycle de vie peut se décomposer en quatre grandes parties. En premier temps, on va retrouver des adultes qui vont être mobiles en surface, ils vont se reproduire, les femelles vont pondre des œufs en surface ou en profondeur. Ces œufs vont par la suite donner des larves qui sont très peu mobiles, qui vont être présentes en surface ou dans le sol. Et suite à des mues successives, les larves vont donner des nymphes qui vont être pas du tout mobiles, qui vont se terrer en profondeur dans le sol. Et suite à une mue, vont redonner des adultes qui sont ensuite mobiles en surface. Concernant les araignées, pour les adultes, on va aussi retrouver une phase qui est mobile en surface, ils vont se reproduire. Les femelles vont soit pondre des œufs, soit être capables de porter les œufs. Et ensuite, les œufs vont muer, vont donner des juvéniles qui, elles, sont mobiles. Et ces juvéniles, suite à des mues successives, vont donner des adultes. Il s'avère néanmoins que dans le cycle de vie des carabes et des araignées, eh bien, les stades de vie qui ne sont pas des adultes, donc les œufs, les larves, les nymphes, juvéniles, semblent particulièrement sensibles aux opérations agricoles, notamment de par le fait qu'elles sont
immobiles et qu'elles vont réaliser des mues, ce qui pourrait justement les rendre d'autant plus sensibles, notamment au travail du sol ou encore à l'utilisation de pesticides. Par exemple, si l'on représente juste en bas le cycle de vie d'un carabe et qu'on tente de le mettre en lien avec le fonctionnement de la mosaïque agricole, eh bien, on va se rendre compte que la mosaïque agricole est un environnement qui est très instable et dynamique dans le temps, et notamment dû à la rotation des cultures d'une année sur l'autre. Donc, notamment dû à la récolte des cultures, des opérations de travail du sol, le semis de la culture suivante, l'utilisation de pesticides, eh bien, tous ces changements vont entraîner des effets négatifs sur la survie et la reproduction des populations de carabes et d'araignées, ce qui va justement perturber le maintien des populations d'une année sur l'autre dans la mosaïque agricole. Ainsi, un premier levier agroécologique est fréquemment avancé dans la littérature scientifique pour maintenir ces populations consiste en l'implantation ou la conservation d'habitats naturels qui sont fréquemment supposés comme étant des lieux d'hivernation stables. Par exemple, la présence de bandes fleuries, de prairies ou encore de haies, eh bien, ce sont des habitats dans lesquels il va y avoir une stabilité végétale, pas ou peu de perturbations. Et donc, ce sont des habitats qui vont permettre de maintenir les prédateurs et donc de bénéficier à la survie et à la reproduction à des populations de carabes ou encore d'araignées. En plus du rôle de lieu d'hivernation, certaines publications supposent que les habitats semi-naturels sont des habitats sources, c'est-à-dire que les carabes et les araignées, une fois qu'ils ont passé l'hiver dans les habitats semi-naturels, eh bien, ils seraient capables de se redistribuer vers les habitats qui sont situés aux alentours, et notamment vers les parcelles cultivées, ce qui pourrait être intéressant justement pour leur action de prédation sur les bioagresseurs. Ainsi, au vu du rôle clé des habitats semi-naturels, une première question que je me suis posée au tout début de ma thèse était quelles sont les évidences qui existent à ce sujet dans la littérature scientifique? En effet, cette question se pose notamment de par le fait qu'une majorité des études dans la littérature se focalisent sur l'activité des carabes et des araignées, mais au sein d'une année donnée, et assez peu au maintien interannuel des populations. Et notamment sur les études qui se focalisent sur l'activité, eh bien, il s'avère que certaines synthèses d'études démontrent que l'augmentation de la proportion d'habitats semi-naturels dans le paysage tente à démontrer une majorité d'effets neutres sur la densité des ennemis naturels, dont font partie les carabes ou encore les araignées. Ainsi, une première question que j'ai cherché à me poser est est-ce que les habitats semi-naturels sont bel et bien des lieux d'hivernation et de redistribution privilégiés par les carabes et par les araignées? En premier temps, vis-à-vis du lieu d'hivernation, en réalisant ma bibliographie, je suis tombé sur des publications phares qui sont fréquemment citées dans la littérature et qui démontrent de facto qu'il y a des densités de carabes ou d'araignées qui hivernent en grand nombre dans les habitats semi-naturels. Néanmoins, en lisant un petit peu plus minutieusement ces publications, je me suis rendu compte que dans certaines d'entre elles, parfois, il n'y avait pas de témoins dans les parcelles cultivées. On mesurait des hivernants, mais que dans des habitats naturels. Et dans d'autres publications, il y avait bien des habitats semi-naturels et des cultures qui étaient comparées, mais parfois, il y avait des densités qui étaient comparables entre les deux habitats. Et dans de rares cas, il y avait des densités d'hivernants qui pouvaient être plus importantes dans les cultures que dans les habitats semi-naturels. De plus, vis-à-vis de la question de la redistribution vers les parcelles cultivées, eh bien, pour mesurer de la redistribution, il faut à la fois connaître le lieu d'hivernation, l'habitat source, et le lieu d'activité. Or, parmi les publications qui se focalisent sur l'hivernation des carabes et des araignées, eh bien, peu d'entre elles mesuraient aussi l'activité de ces derniers. Néanmoins, parmi le peu d'études qui existent à ce sujet-là, en effet, certaines démontrent bel et bien qu'il y a des espèces qui sont capables d'hiverner dans les habitations naturelles et de se redistribuer dans les parcelles cultivées. Néanmoins, dans ces études, on retrouve qu'il y a également des espèces qui sont capables d'hiverner dans les cultures et d'y rester actives par la suite, et ce seraient donc notamment des espèces qui seraient adaptées aux perturbations. Ainsi, une question qui peut se poser, c'est que vu que certaines espèces sont capables d'hiverner dans les parcelles, quel serait le rôle des pratiques agroécologiques sur l'hivernation des carabes et des araignées? Si certaines espèces sont capables de se maintenir dans les cultures, alors qu'il y a de l'utilisation des pesticides qui ont des effets sublétaux sur les prédateurs, ou encore du travail du sol qui peuvent entraîner une mortalité directe sur les populations de carapes et d'araignées, quel serait le rôle du système de culture qui serait conduit sans pesticides ou encore sans travail du sol? Il s'avère que dans la littérature scientifique, il y a quelques références à ce sujet-là qui tendent à démontrer que dans des systèmes en agriculture biologique, donc sans utilisation de pesticides, ou encore en agriculture de conservation, donc sans utilisation du travail du sol, eh bien, il y a des densités et des richesses spécifiques de carabes lorsqu'ils hivernent qui sont plus importantes que dans des cultures en agriculture conventionnelle.
Néanmoins, parmi ces publications, on n'a pas forcément de référentiel pour les araignées. Est-ce qu'elles vont répondre de la même façon que les carabes? Et de plus, dans ces publications, il n'y a pas de comparaison avec des habitats semi-naturels, ce qui ne nous permet pas de comprendre le rôle relatif des habitats semi-naturels et de systèmes de culture agroécologiques. Ainsi, cela amène à poser la question, quels sont les agencements entre habitats semi-naturels et systèmes de culture agroécologiques qui pourraient favoriser les prédateurs? En premier temps, dans des systèmes de culture conventionnels, est-ce qu'au sein d'une mosaïque agricole, est-ce que ce sont bel et bien les habitats naturels qui ont un rôle clé en tant que lieu d'hivernation et de redistribution des populations de carabes et d'araignées? Et dans des systèmes de culture agroécologique, eh bien, est-ce qu'on pourrait s'attendre au fait que le rôle des cultures soit comparable à celui des habitats naturels en tant que lieu d'hivernation et de redistribution? Ainsi, au cours de cette présentation, on va en premier temps se poser la question suivante. Est-ce que les habitats naturels sont bel et bien des lieux d'hivernation privilégiés par les carabes et les araignées relativement aux cultures annuelles? Et donc, ce premier chapitre a fait l'objet d'une analyse quantitative que je vais vous présenter par la suite. Dans un second temps, une expérimentation sur une ferme agroécologique a été menée, dans laquelle on a cherché à répondre à la question suivante. Entre le système de culture agroécologique et bande fleurie, quel est le lieu d'hivernation et de redistribution qui est privilégié par les assemblages de carabes et d'araignées? Donc, cette expérimentation a notamment été réalisée sur une ferme agroécologique où des cultures sans pesticides, sans travail du sol et où des habitations naturelles étaient présents. Et enfin, dans un dernier chapitre de thèse, des scénarios de modélisation ont été conçus, qui ont notamment cherché à comprendre bien, quel était l'impact de l'augmentation de la proportion de systèmes de culture agroécologiques sur la croissance démographique d'un prédateur, mais cette fois-ci à l'échelle de l'exploitation agricole. Ainsi, concernant le premier chapitre de thèse, qui a notamment fait l'objet d'une publication qui est sortie en 2025, l'objectif de ce premier chapitre de thèse est donc de vérifier si les habitats semi-naturels sont bel et bien des lieux d'hivernation privilégiés par les carabes et les araignées relativement aux cultures. Pour répondre à cette question, j'ai mené une analyse quantitative de la littérature en sélectionnant les études qui répondaient aux critères suivants. À savoir, en premier temps, des études qui utilisaient des méthodes de piégeage qui étaient adéquates pour l'hivernation, pour capturer des prédateurs lorsqu'ils passaient l'hiver. Donc, soit des prélèvements de blocs de sol, ou soit l'installation de tentes qui sont mises en place justement pendant l'hiver. Ensuite, des études qui piégeaient bel et bien des carabes et une des araignées. Et ensuite, des comparaisons d'hivernants entre des habitations naturelles et des cultures annuelles. Donc, tout ce qui est viticulture ou arboriculture n'a pas été considéré dans le cadre de cette analyse quantitative. Il s'avère que, suite à la considération de ces critères de sélection, eh bien, 19 études ont été retenues, ce qui est un premier résultat en soi. Il y a peu d'études qui se focalisent sur l'hivernation des carabes et des araignées. Néanmoins, parmi ces 19 papiers, on a pu tout de même extraire deux variables réponses, à savoir en premier temps la densité, c'est-à-dire le nombre d'hivernants par mètre carré, donc avec 18 études pour les carabes et 10 études pour les araignées. Et on a pu également extraire la richesse spécifique, donc c'est-à-dire la diversité d'espèces au sein d'un milieu donné, avec 11 études pour les carabes et malheureusement que 3 études pour les araignées, ce qui ne nous a pas permis de réaliser justement l'analyse de la richesse spécifique pour les araignées. Concernant la présentation des résultats, en premier temps, on va se focaliser sur les carabes et notamment sur la partie gauche avec la densité des carabes lorsqu'ils hivernent. Les résultats sont présentés classiquement sous forme de forest plot. Donc chaque ligne correspond à une comparaison entre un groupe d'habitations naturelles et un groupe de cultures. Et à chaque comparaison, enfin pour chaque comparaison, on a réalisé une différence moyenne standardisée, c'est-à-dire qu'on a soustrait la moyenne de la densité de carabes qui passent l'hiver dans les habitations naturelles à celle qui... enfin, c'est la densité de carabes qui passent l'hiver moyenne dans les habitations naturelles moins celle dans les cultures divisée par l'écart-type global. Et ce qu'il faut retenir pour chaque différence moyenne standardisée, c'est que lorsque l'intervalle de confiance ne franchit pas la ligne du zéro et qu'il est du côté positif, ça veut dire qu'on a des densités de carabes lorsqu'on passe l'hiver qui sont plus importantes dans les habitations naturelles que dans les cultures. Si l'intervalle de confiance ne franchit pas la ligne du zéro, mais que c'est du côté négatif, ça veut dire qu'on a des densités qui sont plus importantes dans les cultures que dans les habitations naturelles. Et si l'intervalle de confiance franchit la ligne du zéro, ça veut dire qu'on a des densités comparables entre les habitations naturelles et les cultures. Et donc, en poulant l'ensemble des comparaisons à l'échelle des études et ensuite en poulant l'ensemble des études, on a un effet global qui est représenté juste en bas en orange. Et donc, on peut constater qu'on a un effet qui est positif mais non significatif, le fait que l'intervalle de confiance franchit la ligne zéro,
Ce qui veut dire que globalement, on a des densités de carabes lorsqu'ils hivernent qui sont comparables entre les habitations naturelles et les cultures. Ensuite, concernant la richesse spécifique des carabes lorsqu'ils hivernent, on peut voir que globalement, il y a un effet qui est positif, mais encore une fois non significatif. Donc, contrairement à notre hypothèse de départ, eh bien, on a des densités, mais aussi des richesses spécifiques de carabes qui sont comparables entre des habitations naturelles et des cultures. Concernant les araignées, une analyse a pu être menée uniquement sur la densité de ces dernières et il s'avère que globalement, à partir des études disponibles, on a des densités d'araignées qui sont significativement plus importantes lorsqu'elles hivernent dans les habitations naturelles que dans les cultures. Néanmoins, on a pu voir qu'il y avait une importante variabilité entre les comparaisons qui étaient réalisées et donc on a notamment à chercher à comprendre s'il y avait un rôle de la phénologie des cultures. Donc on a cherché à comparer l'effet des habitations naturelles relativement à des cultures qui étaient semées à l'automne ou relativement à des cultures qui étaient semées au printemps. Il s'avère que pour les araignées, comme pour leur réponse globale, on a toujours des densités d'araignées qui sont significativement plus importantes dans les habitats semi-naturels que dans les cultures, qu'importe la phénologie des cultures. Pour les carabes, on a toujours des densités et des richesses spécifiques qui sont comparables entre habitations naturelles et cultures semées à l'automne. Néanmoins, on retrouve pour les carabes des densités et des richesses spécifiques qui sont significativement plus importantes dans les habitations naturelles lorsqu'elles sont comparées à des cultures semées au printemps. Et possiblement, cet effet pourrait s'expliquer de par le fait que pour certaines espèces de carabes, le travail du sol au printemps serait d'autant plus mortel pour ces espèces-là, et notamment pour les espèces dont la période de développement des larves se situe au printemps. Néanmoins, pour vérifier cette hypothèse, il faudrait avoir accès aux espèces qui constituent nos assemblages de carabes. Et c'est un premier manque de connaissances auquel on a fait face dans cette analyse quantitative, qui est qu'on a eu dans très peu d'études accès à la composition des communautés. Donc on a pu comparer l'abondance et la richesse spécifique, mais cela n'a pas permis de refléter si les communautés étaient comparables ou non. Ensuite, un second manque de connaissances, c'est que sur la quasi-totalité des études, eh bien, on a uniquement des habitations naturelles, mais qui sont comparées avec des cultures qui utilisent du travail du sol et ou des pesticides. Et donc, à partir de ces études, on n'a toujours pas de référentiel sur le rôle relatif des habitations naturelles et des systèmes de culture agroécologiques. On va désormais passer au second chapitre, qui a notamment fait l'objet d'une publication en 2026. L'objectif de ce second chapitre est donc de combler le manque de connaissances que je viens d'évoquer précédemment. Et donc, on va chercher à évaluer le rôle relatif des habitats naturels, en l'occurrence ici des bandes fleuries, vis-à-vis de systèmes de culture agroécologiques en tant que lieu d'hivernation et de redistribution des assemblages de carabes et d'araignées. Donc, par exemple, si l'on cherche à comparer des bandes fleuries vis-à-vis de systèmes de culture agroécologiques tels que des parcelles qui sont conduites sans pesticides et notamment avec travail du sol minimal, donc avec peu de perturbations mécaniques ou encore avec travail du sol conventionnel, eh bien, nous avons supposé qu'il y aurait de l'hivernation, des carabes et des araignées qui se réaliserait plus ou du moins de façon comparable entre des bandes fleuries et des parcelles conduites avec travail du sol minimal. Néanmoins, pour des parcelles conduites avec travail du sol conventionnel, il y aurait trop de perturbations mécaniques, ce qui ferait que ce serait un habitat qui serait trop délétère pour l'hivernation des carabes et des araignées. Concernant la redistribution, on va supposer bien, que les lieux d'hivernation privilégiés sont également les habitats sources. Donc, on s'attendrait au fait que les bandes fleuries et possiblement les parcelles avec travail du sol minimal soient des habitats sources de carabes ou d'araignées. Donc, dans ce chapitre, une expérimentation a été menée. Cette dernière a été menée sur la plateforme Cassis, qui est donc une ferme agroécologique qui est pilotée par l'INRAE, qui est donc située à Brosselière, donc en périphérie. Et donc, la grande particularité de Cassis, c'est que c'est une exploitation qui est conduite sans pesticides depuis 2018. On retrouve 125 hectares de terre qui sont conduites selon deux systèmes de culture. Un premier système de culture qui est représenté en orange, qui s'autorise du travail du sol conventionnel, donc l'utilisation occasionnelle du labour et par contre une utilisation fréquente du déchômage profond et du désherbage mécanique. Et un second système de culture qui est représenté en vert foncé, qui lui s'autorise uniquement du travail du sol minimal, donc c'est-à-dire du travail du sol superficiel et peu fréquent. En plus de ces deux systèmes de culture qui sont conduits sans pesticides, en 2018, 14 hectares d'habitations naturelles ont été mis en place. Et notamment, l'objectif de ces habitations naturelles était de constituer un réseau dense qui était capable de border la quasi-totalité des parcelles cultivées. Ce qui fait que sur la quasi-totalité des parcelles, il y avait toujours une bande fleurie ou une bande
enherbé qui était situé juste à côté. Donc, plus spécifiquement, sur la plateforme Cassis, nous avons suivi 17 cultures d'hiver et leurs 17 bandes fleuries adjacentes. Parmi les 17 cultures d'hiver, il y avait 10 parcelles qui étaient conduites avec travail du sol conventionnel et 7 parcelles qui étaient conduites avec travail du sol minimal. Et pour chacune, on a réalisé donc un suivi qui s'est étendu du 1er mars jusqu'au 4 juillet 2023. Et pour chacune des 17 bandes fleuries et des 17 cultures d'hiver, nous avons mis en place 2 tentes à émergence et 2 pots barbeurs, donc dans chacune des différentes bandes fleuries et des 17 cultures d'hiver. Nous avons décidé d'utiliser ces deux méthodes de piégeage qui sont complémentaires. En premier temps, des tentes qui nous permettent d'avoir une information sur le lieu d'émergence, donc de sortie d'hivernation des carabes et des araignées, et en plus des pots barbeurs qui nous permettent d'avoir une information sur le lieu d'activité, ce qui nous permettra donc de comprendre quel est le lieu d'hivernation, mais aussi est-ce que certaines espèces sont actives dans des lieux dans lesquels elles n'ont pas passé l'hiver. En premier temps, concernant le lieu d'hivernation, on va donc chercher à comprendre quel est le lieu d'hivernation qui est privilégié justement par les populations de carabes et par les populations d'araignées. En premier temps, pour les carabes, le graphique de gauche représente la densité de carabes qui ont émergé par piège et par session. Et on peut voir que globalement, entre les habitats, il n'y a pas de différence significative. Par contre, le modèle a démontré une interaction significative entre l'habitat et la session de piégeage. Et lorsque l'on cherche à comparer la densité d'émergents par habitat, mais cette fois-ci par session de piégeage, on voit en premier temps qu'il y a une phénoménologie d'émergence. On a notamment un pic d'émergence des populations de carabes qui apparaît à partir du début du mois de juin. Et on voit que du début du mois de mars jusqu'au début du mois de mai, on a des densités de carabes lorsqu'ils émergent qui sont comparables entre nos trois habitats. Néanmoins, de début mai jusqu'à début juin, on a des densités de carabes qui sont significativement plus importantes dans les parcelles avec travail du sol minimal que dans les parcelles avec travail du sol conventionnel et que dans les bandes fleuries. Et de début juin jusqu'à début juillet, on a des densités de carabes lorsqu'ils émergent qui sont significativement plus importantes dans les parcelles, qu'elles soient conduites avec travail du sol minimal ou conventionnel, que dans les bandes fleuries. Donc on voit que pour les carabes, lorsqu'on compare par session de piégeage, il y a une préférence qui est plus marquée vis-à-vis des parcelles, et notamment vis-à-vis des parcelles avec travail du sol minimal. Concernant les araignées, sur le graphique de gauche, comme pour les carabes, globalement, il n'y a pas de différence significative entre les habitats. Et lorsqu'on regarde la phénologie d'émergence par session de piégeage, on peut voir qu'il y a toujours une phénologie qui est présente, avec un pic d'émergence qui apparaît un petit peu plus tard que celui des carabes, donc à partir de la mi-juin. Néanmoins, lorsque l'on compare à la densité par session de piégeage, il n'y a jamais de différence significative entre les trois habitats. Une question qui peut toutefois se poser, c'est qu'on a réalisé des analyses pour les carabes et pour les araignées, mais on n'a toujours pas d'informations sur la composition des communautés. Est-ce que toutes les espèces répondent de la même façon ou non? Et donc, on a cherché à comprendre, eh bien, tout simplement, quelles espèces de prédateurs préfèrent passer l'hiver dans quels habitats. Et pour répondre à cette question, j'ai notamment utilisé la métrique de l'indicateur value, qui me permet de quantifier si certaines espèces ont une préférence vis-à-vis de leur lieu d'hivernation. En premier temps, pour les carabes, donc j'ai calculé cette métrique sur les espèces les plus représentées. Pour les carabes, c'était sur 13 espèces. Et on peut voir qu'il y a une majorité d'espèces de carabes, donc 7 espèces sur 13, qui préféraient passer l'hiver dans les parcelles avec travail au sol minimal. Donc on peut voir qu'il y a une préférence, encore une fois, pour la majorité des espèces, ce qui nous indique que lorsqu'on avait des densités qui étaient plus importantes dans ce système de culture, eh bien, visiblement, ce n'est pas qu'une seule espèce qui a tiré cet effet. Et par contre, on observe qu'il n'y a qu'une seule espèce qui préfère passer l'hiver dans les parcelles avec travail du sol conventionnel ou que dans les bandes fleuries. Pour les araignées, donc représentées sur la droite, cette métrique a été calculée sur 19 espèces et on voit qu'on a une préférence qui est un petit peu plus homogène entre nos trois habitats d'intérêt. Néanmoins, on voit qu'il y a une petite majorité, donc une légère préférence des espèces d'araignées pour l'hibernation dans les bandes fleuries. Donc une préférence pour les bandes fleuries qui est plus marquée pour les araignées que pour les carabes. Donc maintenant qu'on a vu les résultats sur l'hivernation, on va se focaliser sur l'activité des carabes et des araignées. Et notamment, on va chercher à comprendre est-ce que certaines espèces se redistribuent entre habitats. Pour répondre à cette question, on a notamment cherché à valoriser le positionnement des 17 cultures d'hiver que l'on a suivies. Donc, dans les 17 cultures d'hiver que l'on a suivies, on a placé des pots barbeurs qui nous permettent d'avoir l'activité des carabes et des araignées. Et il s'avère que dans ces pots barbeurs, dans un rayon de 100 mètres, qui correspond approximativement à la capacité de dispersion d'un carabe ou d'une araignée pendant une période de piégeage, eh bien, dans ce rayon-là, cela couvrait un gradient de surface environnante en travail du sol minimal ou en bande fleurie.
Et donc, on a cherché à valoriser ce gradient et notamment à tester quelle est l'influence de la surface environnante de ces habitats sur l'activité locale des prédateurs, et donc en l'occurrence des espèces de carabes et d'araignées qui étaient les plus représentées. L'hypothèse est que si les parcelles avec travail du sol minimal ou si les bandes fleuries sont des habitats sources depuis lesquels il y a de l'émigration d'individus, eh bien localement, plus ces habitats sont représentés autour de moi et plus je devrais avoir une activité qui serait d'autant plus importante. En premier temps, pour l'effet du travail du sol minimal dans un rayon de 100 mètres, sur les 11 espèces sur lesquelles on a testé cet effet, eh bien, il s'avère qu'il y a 5 espèces sur 11, donc quasiment la moitié, qui ont répondu significativement à cet effet-là. Parmi ces 5 espèces, il y a notamment 3 espèces qui ont répondu positivement et qui ont notamment répondu positivement au travail du sol conventionnel. Donc, pour les 3 espèces qui sont représentées sur les 3 figures, l'axe des ordonnées représente l'activité totale par piège. Et on peut voir sur l'axe des abscisses qui représente la surface environnante en travail du sol minimal, que lorsqu'on est situé entre 0 et 1 hectare de surface environnante en travail du sol minimal, cela indique qu'on se situe localement dans des parcelles en travail du sol conventionnel. Et on peut voir donc pour ces 3 espèces-là, sur la courbe qui est représentée en orange, que dans des parcelles en travail du sol conventionnel, eh bien, l'activité de ces espèces augmentait lorsque ces dernières étaient entourées d'autant plus de parcelles environnantes en travail du sol minimal. Ce résultat est d'autant plus intéressant de par le fait que pour ces 3 espèces, on avait démontré précédemment qu'elles préféraient passer l'hiver dans les parcelles avec travail du sol minimal. Donc, ce résultat tend à démontrer qu'il y a une redistribution de ces espèces d'un habitat source, les parcelles avec travail du sol minimal, vers un habitat d'activité, les parcelles avec travail du sol conventionnel. Concernant cette fois-ci l'effet des bandes fleuries dans un rayon de 100 mètres, et bien sur les 11 espèces, cette fois-ci, il n'y a que 3 espèces qui ont répondu significativement à cet effet-là. Et notamment, parmi les 3 espèces, il y a 2 espèces qui ont répondu positivement. À gauche, une espèce de carabe et à droite, une espèce d'araignée. Pour l'espèce de carabe, on voit qu'elle répond positivement. Donc, son activité dans les parcelles augmente lorsque la surface environnante en bandes fleuries est plus importante. Mais cet effet n'était visible que dans des parcelles avec travail du sol conventionnel. Et pour l'espèce de droite, cette dernière bénéficiait de l'augmentation des bandes fleuries, mais dans toutes les parcelles qui emportent leur système de culture. Néanmoins, ce résultat est assez curieux de par le fait que nous avions démontré précédemment que ces espèces préféraient passer l'hiver dans les parcelles et non pas dans les bandes fleuries. Néanmoins, bien que ces espèces préfèrent passer l'hiver dans les cultures, il y avait quand même un certain nombre d'individus qui ont pu hiverner dans les bandes fleuries. Ainsi, possiblement, pour ces espèces-là, les bandes fleuries seraient des lieux d'hivernation secondaires depuis lesquels une partie des individus auraient pu se redistribuer vers les cultures adjacentes. Ainsi, pour conclure ce chapitre, qui était assez riche en résultats, on a pu voir que, contrairement à nos hypothèses, eh bien, ce sont les parcelles avec travail du sol minimal qui ont démontré un rôle clé en tant que lieu d'hivernation et en tant qu'habitat source, et qui ont donc démontré un effet sur un plus grand nombre d'espèces vis-à-vis du rôle des bandes fleuries. Donc, ce résultat souligne que les systèmes de culture agroécologiques, et notamment les parcelles sans pesticides avec travail du sol minimal, ont à la fois un effet local. Donc, notamment, on avait des densités de nombreux carats qui étaient plus importantes dans les parcelles avec travail du sol minimal, mais surtout, cela démontre un effet paysager. On a pu voir que certaines espèces, lorsqu'elles étaient dans des parcelles avec travail du sol conventionnel, bénéficiaient lorsque dans l'habitat environnant, il y avait des parcelles avec travail du sol minimal. Donc, il y a de la redistribution entre les parcelles, ce qui souligne donc cet effet assez intéressant de ce qu'on appelle le paysage des pratiques. Néanmoins, il y a tout de même une certaine complémentarité entre les systèmes de culture et les bandes fleuries, et notamment pour les araignées. On a pu voir qu'il y avait une majorité des espèces qui préféraient passer l'hiver dans les bandes fleuries. Ainsi, si l'on cherche à maintenir une diversité d'espèces dans les mosaïques agricoles, on voit qu'il y a une certaine complémentarité entre la présence d'habitations naturelles telles que les bandes fleuries et la conduite de systèmes de culture agroécologique dans les parcelles. Et on va désormais passer au 3e chapitre de thèse, qui va notamment présenter des scénarios de modélisation. Donc, dans ce dernier chapitre, on a essayé en partie de combler quelques limites qui avaient été identifiées dans les chapitres précédents. En premier temps, on vient juste de voir qu'il y a un effet clé du travail du sol minimal
et que les parcelles en travail du sol minimal permettent la redistribution d'individus. Donc, localement, même quand je suis dans des systèmes avec du travail du sol conventionnel, je peux bénéficier si les voisins réalisent du travail du sol minimal. Et donc, cela nous a questionné sur le changement d'échelle. Quel serait l'effet de l'augmentation des parcelles avec travail du sol minimal, cette fois-ci à l'échelle d'une exploitation et pas uniquement à l'échelle locale, à l'échelle d'une parcelle. Ensuite, les résultats qui ont été présentés sur des émergents, mais uniquement sur une seule année donnée. Donc, on a pu voir que pour certains carabes, il y avait de fortes émergences dans les parcelles avec travail du sol minimal. Néanmoins, on n'a pas l'information s'il y en a plus que l'année précédente, autant ou même moins. Et donc, vu qu'on s'intéresse au maintien interannuel des populations, eh bien, il serait intéressant justement d'aller quantifier de la croissance interannuelle des populations, d'avoir des informations sur la croissance démographique et quelles mosaïques agricoles permettent d'avoir une croissance des populations. Donc, pour essayer de répondre à ces différentes limites-là, nous avons trouvé judicieux d'avoir recours à un outil de modélisation et notamment d'avoir recours à un outil de modélisation qui permettrait de représenter la dynamique spatio-temporelle d'un prédateur au sein d'une exploitation agricole qui serait réaliste. C'est-à-dire une mosaïque agricole qui représenterait une hétérogénéité des couverts et des pratiques dans laquelle on retrouve des rotations culturelles et dans laquelle on irait simuler justement la dynamique spatio-temporelle d'un prédateur. Et au sein de cette mosaïque agricole simulée, on chercherait alors à comprendre l'objectif de ce chapitre, à savoir de comprendre l'impact de l'augmentation de la proportion de parcelles avec travail du sol minimal sur la croissance démographique d'un prédateur. Notamment, dans ce chapitre, nous avons décidé de remobiliser un outil de modélisation qui existait déjà, qui avait été donc développé par Hugues Boussard et Chloé Vasseur en 2011. Donc, de base, c'était un modèle qui représentait une mosaïque agricole et qui testait l'effet de l'hétérogénéité des couverts. Donc, c'était des cultures d'hiver ou encore des cultures de printemps. Et il tentait de quantifier cela sur la dynamique pluriannuelle d'un carabe qui s'appelle Pterostychus melanarius. Néanmoins, de la mosaïque agricole qui était simulée, il n'y avait pas de présence d'habitation naturelle. Et de plus, il y avait uniquement des cultures, mais qui étaient conduites avec travail du sol conventionnel. Donc, on a décidé justement de reprendre ce modèle en collaboration donc, avec M. Boussard. Et donc, on a décidé d'inclure dans la mosaïque agricole simulée la présence d'habitation naturelle et aussi d'avoir des cultures qui pouvaient être conduites avec travail du sol conventionnel, mais aussi avec travail du sol minimal. Et on a décidé de conserver justement la représentation d'un prédateur qui était Pterostychus melanarius, qui est donc une espèce de carabe, de par le fait que c'est un carabe qui est très documenté dans la littérature scientifique. On sait qu'il hiverne au stade larvaire. On sait que c'est un carabe qui est actif du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Donc, il est amené à fréquenter des cultures d'hiver, mais aussi des cultures de printemps. Et on a des informations concernant sa sensibilité aux opérations de travail du sol ou encore vis-à-vis du changement de phénologie des cultures. Donc, pour avoir une présentation générale du modèle, en premier temps sur l'initialisation, j'ai déjà donné quelques informations. On a décidé notamment de reprendre l'exploitation au Cassis et de la représenter numériquement. Juste pour des questions de temps de calcul, on a représenté que la moitié de la plateforme Cassis. Donc, sur cette mosaïque simulée, on a considéré explicitement 5 habitats, à savoir des habitations naturelles, dans lesquels on représentait une stabilité du couvert végétal et dans lesquels il n'y avait aucune perturbation, et aussi des cultures. Les cultures différaient selon leur phénologie. Ça pouvait être soit des cultures d'hiver, soit des cultures de printemps. Et chaque culture pouvait être conduite avec soit travail du sol minimal, donc superficiel et peu fréquent, soit travail du sol conventionnel, travail du sol profond et fréquent. C'est un modèle à l'échelle de la population qui représente les différents stades démographiques du carabe qui est représenté. Et donc, dans chaque cellule, on a représenté le nombre de femelles qui sont actives, le nombre d'œufs qui sont produits et aussi le nombre d'émergents. C'est un modèle qui fonctionne à l'échelle de la journée. En premier temps, pour chaque journée, eh bien, il y a une mise à jour du paysage. S'il y a un couvert, on va représenter l'évolution de la phénologie du couvert à travers la hauteur de la culture ou encore à travers l'évolution du pourcentage de recouvrement. Et s'il y a des opérations de travail du sol, eh bien, ces dernières vont induire une mortalité sur les différents stades démographiques des carabes. Donc, selon la journée dans laquelle on se situe, soit on est pendant l'hiver et à ce moment-là, il n'y a pas de dispersion des carabes, il y a juste de la mortalité naturelle, soit on est dans une période d'activité que l'on a définie comme étant du 15 avril jusqu'au 31 octobre. Et à ce moment-là, pendant cette période d'activité, on va d'abord avoir de la mortalité naturelle des populations qui va s'appliquer chaque jour. Ensuite, on va avoir de la ponte, donc les femelles vont être capables de pondre des œufs, notamment cela va dépendre du pourcentage de recouvrement
du couvert. On va avoir de l'émergence d'individus. Donc, les œufs qui ont été pondus l'année précédente, qui ont survécu à la mortalité naturelle et aux opérations de travail du sol, vont donner de nouveaux individus qui sont actifs cette année-là. Et donc, sur la totalité des individus qui sont actifs, ces derniers sont capables de disperser. Et notamment, on a représenté la dispersion via une gaussienne qui était calculée pour chaque série et qui permet d'approximer le comportement de marche aléatoire qui est documenté pour ce cas-là. Concernant les sorties du modèle, donc une simulation pour chaque simulation, cela a été simulé sur un total de 6 années. On a extrait des sorties que sur les 2 dernières années. Une première sortie qui est donc la croissance démographique, donc à l'échelle de l'exploitation, quelle est la croissance interannuelle de la mosaïque agricole d'une année sur l'autre. Et ensuite des sorties à l'échelle de l'habitat, à savoir le nombre d'émergents par année et par habitat. Et donc, vis-à-vis du plan de simulation, 5 scénarios ont été construits. Donc, à chaque fois, il y avait 50 simulations dans chacun des scénarios. Et chaque scénario différait selon le pourcentage de parcelles avec travail du sol minimal. Donc, ça allait de 0 à 100 avec un pas d'incrémentation de 25%. Et l'hypothèse assez simpliste étant que l'augmentation de la proportion de parcelles avec travail du sol minimal va augmenter la croissance démographique des populations de Pterocyclus meandraeus. Concernant le premier résultat, à savoir la croissance démographique qui est représentée sur l'axe des ordonnées, on voit que sur l'axe des abscisses, à chaque fois que l'on augmente le pourcentage de parcelles qui sont conduites avec travail du sol minimal, eh bien cela amène toujours à une augmentation de la croissance démographique des populations. Néanmoins, malgré qu'il y ait un effet positif, on peut voir que cet effet est non linéaire, et notamment on voit que l'introduction de 25% de parcelles avec travail du sol minimal, donc de passer de 0 à 25, entraîne un effet majeur, entraîne un triplement de la croissance démographique qui passe de 8% à 25% de croissance démographique. Ensuite, concernant la seconde sortie, à savoir la densité d'émergents par habitat, on a pu constater qu'il y avait une augmentation significative de la densité d'émergents qui se constate en premier temps sur le graphique de gauche dans les cultures d'hiver qui sont conduites avec travail du sol minimal et sur le graphique de droite sur les cultures de printemps avec travail du sol minimal. Mais néanmoins, on observe aussi cet effet dans des cultures d'hiver avec travail du sol conventionnel ou encore dans les cultures de printemps avec travail du sol conventionnel. Donc, même dans les cultures qui sont conduites avec du travail du sol conventionnel, ces dernières bénéficient de l'augmentation à l'échelle de l'exploitation de la proportion de parcelles avec travail du sol minimal, ce qui nous indique donc un effet de redistribution. Et cet effet est d'autant plus marqué dans les habitats semi-naturels qui abritent au passage la densité d'émergents la plus importante dans notre exploitation et qui démontrent une augmentation du nombre d'émergents dans les habitats semi-naturels au fur et à mesure qu'on augmente justement cette proportion. Donc, cela démontre bel et bien un effet de redistribution. Globalement, toute l'exploitation va bénéficier de l'augmentation de la proportion de parcelles avec travail du sol minimal. Néanmoins, ces résultats restent encore préliminaires. En premier temps, il serait évidemment intéressant de réaliser une analyse de sensibilité, de faire varier la valeur de certains paramètres afin de voir lesquels seraient les plus influents sur les sorties du modèle. Et enfin, concernant les perspectives, on a conduit des scénarios qui différaient selon la proportion de parcelles avec travail du sol minimal, mais il serait tout aussi pertinent de tester des scénarios qui diffèrent selon la configuration de ces parcelles-là. Est-ce que si j'agrège mes systèmes de culture en travail du sol minimal ou si je les fragmente, quel effet cela peut avoir sur la croissance des populations? Et enfin, il serait intéressant d'analyser les flux, notamment sur les différentes journées simulées. Quels sont les flux d'émigration et d'immigration qui nous permettent de comprendre la redistribution que l'on a pu quantifier à l'échelle du paysage. On va désormais passer à la discussion et aux perspectives. Donc, en premier temps, l'analyse de la littérature nous a permis de montrer qu'en système conventionnel, eh bien, la contribution relative des habitats naturels à l'hivernation est taxon-dépendante. On a vu qu'à travers la littérature, il y avait une préférence des araignées pour les habitats naturels, mais des densités de caractères qui étaient comparables entre habitats naturels et entre cultures. Donc, cela nous montre que pour maintenir des populations de prédateurs généralistes, il y a la nécessité d'utiliser une complémentarité de leviers. On a autant besoin d'habitations naturelles, notamment pour les araignées, que de cultures. Et notamment pour les carabes, ce résultat nous démontre bien que les cultures ne sont pas des lieux d'hibernation forcément délétères pour les populations de prédateurs et qu'il y a tout intérêt à comprendre ce qui se passe dans les parcelles, notamment au niveau de leur gestion. Et c'est notamment en partie ce qui a permis de faire l'expérimentation sur la plateforme Cassis, qui a permis de montrer que cette fois-ci, en système agroécologique, eh bien, la préférence à l'hibernation est plus marquée dans les cultures.
Cette fois-ci, on avait des densités d'araignées qui étaient comparables entre les cultures et les habitations naturelles. Et pour une majorité d'espèces de carabes, on avait justement des densités qui étaient plus importantes dans les cultures. Néanmoins, on a aussi pu constater qu'entre des cultures diverses qui étaient conduites sans pesticides, mais qui différaient uniquement selon leur endroit du travail du sol, eh bien, on avait des différences en termes d'hivernation, et notamment pour les populations de carabes. Ainsi, ce résultat peut tout de même nous interroger sur le lien entre les opérations de travail du sol et la qualité de l'habitat en tant que lieu d'hivernation. On a surtout réalisé des comparaisons qualitatives, travail du sol minimal et travail du sol conventionnel, mais ces comparaisons ne nous permettent pas de comprendre si c'est un effet direct, les opérations de travail du sol entraînent une mortalité directe des carabes et des araignées, ou si ce sont des effets indirects des pratiques agricoles, notamment sur les états du milieu, à savoir la structure du sol, sa porosité, ou encore sur le couvert végétal qui est présent, ou encore sur les ressources trophiques qui vont être disponibles dans ces milieux-là. Donc, il serait intéressant d'aller vers une quantification plus fonctionnelle des états du milieu, et notamment, on a tenté de réaliser cela, c'était présenté dans un chapitre que je n'ai pas présenté aujourd'hui, et on a pu voir qu'il y avait une importante variabilité, notamment sur la disponibilité en ressources trophiques entre les parcelles, qu'importe des fois si elles étaient conduites avec travail du sol minimal ou avec travail du sol conventionnel. Néanmoins, pour comprendre ces effets directs, est-ce que c'est plus de la mortalité ou si c'est des effets indirects qui sont dus aux états du milieu, il faut aussi comprendre la sensibilité et les exigences écologiques des espèces. On a pu voir qu'il y avait des préférences à l'hibernation qui étaient distinctes selon si on était en travail du sol minimal ou conventionnel. Néanmoins, pour interpréter la réponse de ces espèces, pourquoi certaines espèces sont plus hivernées dans tel ou tel milieu, eh bien, il faut comprendre en premier temps leur sensibilité vis-à-vis des opérations de travail du sol profond. Comme j'ai présenté au début, on sait que les carabes sont capables d'hiverner dans le sol, mais leur profondeur d'enfouissement n'est pas forcément connue. Ainsi, il serait intéressant d'avoir plus d'informations sur ceci afin de savoir quelles opérations de travail du sol pourraient être délétères justement pour leur hibernation. Et enfin, vis-à-vis des états du milieu, il serait intéressant d'avoir plus d'informations sur la période d'activité des immatures. En effet, les immatures sont connus pour avoir d'importants besoins vis-à-vis des ressources trophiques. Et notamment pour les araignées, on a peu d'informations sur la période d'activité des immatures. Et cela nous permettrait de mieux comprendre dans les parcelles à quel moment on a besoin de couvert végétal ou encore de fournir suffisamment de ressources trophiques. Enfin, concernant un dernier résultat clé, celui-ci a été du rôle clé du paysage des pratiques. On a pu notamment voir à travers l'expérimentation ou les scénarios de modélisation qu'en premier temps, il y avait bel et bien une redistribution des adultes à partir d'habitats sources. Notamment, l'expérimentation a montré que l'habitat source était principalement des parcelles avec travail du sol minimal. Et les scénarios de modélisation ont permis de montrer qu'il y avait un effet majeur de la proportion d'habitats sources à l'échelle du paysage qui bénéficiait à l'ensemble des habitats. Euh, Néanmoins, si on se situe dans des paysages agricoles qui sont plus réalistes, eh bien, on va constater que on va trouver plusieurs exploitations qui vont se retrouver au sein d'un paysage, et donc il y a besoin de mobiliser justement des complémentarités à l'échelle du paysage de par l'interdépendance que l'on va retrouver dans les paysages agricoles réels avec plusieurs exploitants. Et donc, une perspective opérationnelle de mes travaux de thèse serait justement d'aller vers de la conception de mosaïques agroécologiques qui permettrait de favoriser les régulations biologiques. On partirait de paysages agricoles qui sont réels, avec plusieurs agriculteurs qui sont présents. Et donc, on chercherait à partir de leurs contraintes locales de justement concevoir des scénarios de changement en termes de diversification des cultures, en termes de transition vers des systèmes de culture agroécologiques. Et là où ma thèse pourrait avoir un intérêt, c'est notamment vis-à-vis des scénarios de modélisation, essayer de comprendre selon les changements que les agriculteurs voudraient réaliser, quels seraient les bénéfices, notamment pour les populations de prédateurs, comme cela peut être démontré justement sur le modèle que j'ai présenté. Et cela permettrait de comprendre justement quels seraient les agencements de couverts et de pratiques qui seraient les plus pertinents à réaliser. Néanmoins, le modèle conçu a représenté la dynamique d'un prédateur, mais ce dernier pourrait tout aussi bien représenter la dynamique de bioagresseurs, et cela pourrait être d'autant plus intéressant, notamment pour des agriculteurs. Et on pourrait aussi essayer de comprendre où est-ce que les prédateurs sont présents, où est-ce que les bioagresseurs sont présents, et quel serait le potentiel de régulation biologique de certains agencements de couverts ou de pratiques à l'échelle du paysage. Voilà, j'arrive à la fin de ma thèse. Je tenais à réaliser des remerciements tout de même. Donc, c'est moi qui présente aujourd'hui, mais il y a beaucoup de personnes qui ont été présentes derrière moi au cours de cette thèse. En premier temps, un grand merci à mes encadrants. Merci de m'avoir confié ce projet scientifique qui était très intéressant.
Merci pour votre encadrement. Une mention spéciale aussi à Hugues, qui m'a beaucoup aidé pendant ma dernière année de thèse. Je tenais aussi à remercier tous les membres du jury. Merci déjà d'être présents justement aujourd'hui avec moi. Merci d'avoir accepté de lire et d'évaluer mon travail. Je tenais aussi à remercier le comité de pilotage scientifique qui m'a bien permis de m'aiguiller pendant ces 3 années de thèse. Et aussi de remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, notamment les stagiaires, tous les membres de la plateforme Cassis, tous les techniciens de Dijon qui m'ont très grandement aidé pour réaliser l'expérimentation, les tris, l'identification. Je pense que j'aurais clairement pas pu présenter autant de résultats s'il n'y avait pas autant de personnes qui m'avaient aidé. Et enfin, merci à tous les collègues que j'ai pu croiser dans les laboratoires à Dijon ou encore au RANI. Merci pour votre attention. Bon. Je vais continuer par le remerciement. Moi, je vais vous remercier d'avoir été à donner mon avis sur cette thèse et puis pour la réalisation de ce plan. Donc, je vous remercie pour la qualité de ce travail qui, à mon avis, est assez exemplaire sur la démarche scientifique qu'on peut avoir en écologie de terrain avec une analyse du milieu très robuste avec cette partie méta-analyse qui permet d'identifier